Dans une ville où l'on croise sans jamais vraiment se voir, un geste anodin va bouleverser deux vies. Clara Morel, 22 ans, mère célibataire, se débat chaque jour avec le poids du manque. Sans emploi, sans soutien, elle tente de nourrir sa petite fille, Léa, avec ce qu'il lui reste, 3,27 €. Ce matin-là, dans une supérette de quartier, elle fixe une boîte de lait infantile, consciente que son maigre portefeuille ne suffira pas. C'est alors qu'un inconnu intervient. Victor Lambert, PDG d'un grand groupe technologique, l'observe en silence. Touché par sa dignité et sa détresse contenue, il paye la boîte sans rien attendre en retour. Ce simple geste, presque invisible, devient le point de départ d'un lien inattendu, fait de respect, de soutien, puis d'un amour discret. Ce n'est pas une histoire de conte de fées, mais celle d'une renaissance. D'une femme qui, à force de courage, gravit les échelons. D'un homme qui redécouvre l'essentiel. Ensemble, ils bâtissent un pont entre deux mondes et initient un cercle de solidarité. Car parfois, un simple acte de bonté suffit à briser le cycle du désespoir et à en créer un nouveau, fondé sur l'espoir. Le ciel était gris, bas, lourd de cette tristesse silencieuse qui pèse sur certaines journées sans prévenir. Clara Morel, 22 ans, avançait d'un pas pressé sur les trottoirs mouillés, poussant une vieille poussette dont une roue grinçait à chaque mètre. À l'intérieur, sa fille Léa, emmitouflée dans une couverture usée, dormait à moitié, les joues rouges de froid. Clara tenait fermement une pièce de 2 € dans sa main, le reste de sa fortune glissait dans la poche intérieure de son manteau trop fin, une pièce d'1 €, 27 centimes en pièce rouge. 3,27 €. C'était tout ce qu'elle possédait. Et pourtant, elle espérait, en entrant dans la supérette du quartier, pouvoir en tirer l'impossible, une boîte de lait pour sa fille. Elle longea les rayons sans lever les yeux. L'odeur métallique des conserves bon marché, mêlée à celle du pain réchauffé, lui donnait la nausée. Elle savait exactement où aller, rayon bébé, étagère du bas. Elle s'agenouilla et lut les prix. La boîte la moins chère affichait 9,80 €. Un frisson la parcourut. Elle resta là, figée. Ce n'était pas une surprise, elle s'en doutait. Mais voir le prix noir sur blanc, c'était comme recevoir une gifle. Ses mains tremblaient légèrement. Elle se redressa, regardant autour d'elle comme pour trouver une issue. Personne ne faisait attention à elle. Une caissière bâillait dans sa cabine. Un homme feuilletait un magazine en attendant son tour. Clara serra les dents. Elle ne pleurerait pas, pas ici. Alors qu'elle tournait les talons, prête à partir, une voix derrière elle la fit sursauter. « Vous permettez ?» Elle se retourna. Un homme venait de s'approcher du rayon. La quarantaine, costume discret, regard clair, une élégance calme. Il prit une boîte de lait, celle à 9,80 €, et la déposa dans son propre panier. Puis, il se tourna vers elle. « Pour votre fille, je suppose ?» Clara resta muette. Honte et méfiance s'entremêlaient. « Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, » ajouta-t-il. « Mais permettez-moi de vous l'offrir. Je ne peux pas accepter, » balbutia-t-elle. « Ce n'est rien pour moi. Et beaucoup pour vous. Je ne fais que mon devoir d'humain. » Il disait cela sans pitié, sans condescendance. Juste avec une bienveillance sincère. Clara hésita, puis hocha la tête, le regard embué. Il paya la boîte au comptoir sans rien ajouter, puis sortit du magasin. Clara le suivit, la boîte serrée contre elle. « Attendez, » dit-elle en le rattrapant sur le trottoir. Il se retourna. « Merci, vraiment, je m'appelle Clara Morel. » Il sourit. « Enchanté, Clara. » Victor Lambert. Elle écarquilla les yeux. Ce nom, elle le connaissait. PDG de Lambert Tech. Vu à la télévision, cité dans les journaux. Que faisait-il ici ? Il répondit à sa question avant même qu'elle ne la pose. « J'ai grandi dans ce quartier. J'y reviens parfois, pour me souvenir. » Ils restèrent un instant en silence, le bruit de la ville en toile de fond. Puis Victor reprit. « Vous cherchez du travail ?» Elle hocha la tête, surprise par la question. « J'ai travaillé en accueil et standard téléphonique avant ma grossesse. Mais depuis, c'est compliqué. » Il sortit une carte de visite de sa poche. « Demain, 9 h, siège de Lambert Tech. Demandez Julien. Dites-lui que je vous envoie. » Clara reçut la carte comme si on venait de lui tendre une clé magique. Elle voulait répondre, dire quelque chose d'intelligent, mais aucun mot ne sortit. Victor fit un signe de tête et s'éloigna. Elle le regarda s'enfoncer dans la foule, la boîte de lait contre elle, le cœur battant à tout rompre. Ce soir-là, en réchauffant un biberon pour Léa, Clara resta longtemps devant la fenêtre, la carte posée sur la table. Il s'était passé quelque chose. Une fracture dans le fil monotone de ses jours. Une promesse muette. Et si cette fois, la vie décidait de lui tendre la main ? Clara se réveilla avant le lever du soleil. Le ciel dehors était encore noir, les rues silencieuses. Léa dormait à poings fermés, le visage paisible malgré le froid qui régnait dans l'appartement. Clara l'observa un instant, la gorge nouée. Quelque chose avait changé, une lueur, impossible. Elle se leva, noua ses cheveux en chignon serré, et sortit la chemise blanche qu'elle avait lavée à la main la veille. Elle la repassa du mieux qu'elle put, laissa sécher les manches près du radiateur. Elle avait un pantalon noir légèrement trop grand qu'elle fixa avec une épingle à nourrice. Devant le miroir, elle inspira profondément. « Tu vas y aller » murmura-t-elle à elle-même. « Tu vas le faire.
Elle déposa Léa chez Madame Dufour, la vieille voisine au grand cœur qui, pour quelques heures de garde et un pot de confiture maison, acceptait volontiers de l'aider. Puis elle prit le métro en direction du centre-ville, la carte de visite de Victor serrée entre ses doigts. Arrivée devant l'imposant bâtiment de verre et d'acier de Lambertech, elle sentit son souffle se raccourcir. L'entrée était vaste, les gens y entraient d'un pas assuré, badge autour du cou, tenues impeccables. Elle se sentait minuscule, déplacée. Mais elle avança. « Bonjour, dit-elle à l'hôtesse. Je suis Clara Morel, j'ai rendez-vous avec un certain Julien. Monsieur Lambert m'a demandé de venir. » L'hôtesse haussa les sourcils, tapota rapidement sur son clavier. « Oui, c'est noté, vous pouvez patienter là, Monsieur Julien va venir vous chercher. » Clara s'assit dans le grand fauteuil blanc immaculé, tentant de cacher ses mains moites. Elle observait le hall immense, les écrans affichant des graphiques et des slogans inspirants. Tout semblait trop brillant, trop propre, trop loin de ce qu'elle connaissait. Quelques minutes plus tard, un homme mince et soigné, lunettes cerclées de noir, vint à sa rencontre. « Mademoiselle Morel, je suis Julien, suivez-moi, s'il vous plaît. » Ils marchèrent dans un couloir calme aux murs vitrés. Il la fit entrer dans une salle de réunion simple, équipée d'un ordinateur et de quelques dossiers. « Victor, pardon, Monsieur Lambert, m'a parlé de vous. Nous avons un poste vacant à l'accueil. Standard, gestion des visiteurs, coordination de réunion. Il m'a dit que vous aviez déjà de l'expérience ? » Clara hocha la tête. « J'ai travaillé 2 ans dans un centre médical. Avant ma grossesse, j'étais à l'aise avec les appels, les prises de rendez-vous, les situations d'urgence. J'ai dû arrêter quand j'ai accouché. Et depuis, je fais ce que je peux. Petit boulot, quelques heures de ménage. Mais ce n'est pas stable. » Julien l'écoutait sans la juger. Il lui posa quelques questions pratiques. Gestion de stress, organisation, attitude face à un client difficile. Clara répondit du mieux qu'elle pouvait, sincère, droite. « Vous êtes calme, observa-t-il. C'est un bon point à l'accueil. » À la fin de l'entretien, il rangea ses papiers, la regarda droit dans les yeux. « On peut vous proposer un essai d'1 mois. Période probatoire. Ce n'est pas très bien payé au début, mais c'est honnête. Et si tout se passe bien, vous serez officiellement recruté. » Clara sentit son cœur s'emballer. « Merci, vraiment, vous avez l'air sérieuse. Et Victor ne recommande pas n'importe qui. Ce nom, encore, Victor, elle le reverrait donc, peut-être. » En sortant, elle prit une grande bouffée d'air frais. Elle avait envie de courir, de hurler sa joie. Mais elle se contenta de marcher vite, un sourire incrédule aux lèvres. Une chance, enfin. Le lundi suivant, Clara se présenta à 7h30, bien avant l'heure prévue. On lui remit un uniforme sobre, chemise blanche, blazer gris, pantalon noir. Devant le miroir des vestiaires, elle se regarda longuement. Ce n'était pas parfait, mais c'était professionnel. Et elle était prête. Les premiers jours furent intenses. Elle devait apprendre vite. Les noms des cadres, le système informatique de l'accueil, les horaires de réunion, les règles de sécurité. Il fallait sourire, même quand les pieds faisaient mal, même quand un visiteur était désagréable. Mais elle ne plia pas. Pas une fois. Elle aperçut Victor une seule fois cette semaine-là. Il passait vite, entouré de collaborateurs. Il tourna brièvement la tête, croisa son regard. Et dans ses yeux, un éclat discret. Pas un mot, juste un sourire. Ce sourire, Clara le garda en elle toute la journée. Elle n'était pas encore arrivée. Mais elle avait franchi la première porte. Et cette fois, elle ne comptait plus la refermer. 1 mois. Cela faisait 1 mois que Clara franchissait chaque matin les portes vitrées de Lambertech, le badge autour du cou et le cœur toujours un peu serré. L'appréhension des débuts s'était peu à peu transformée en concentration. Elle avait appris vite, s'était adaptée sans faire de bruit. Chaque journée était un test silencieux qu'elle affrontait avec une détermination tranquille. Elle se levait à l'aube, préparait Léa pour la crèche, avalait un café tiède debout dans la cuisine, puis partait. Elle arrivait toujours la première à l'accueil. Elle vérifiait les réservations, préparait les badges visiteurs, notait les détails à ne pas oublier. À chaque appel, elle répondait avec un ton calme, une politesse rigoureuse. Et même lorsque la fatigue se lisait dans ses traits, elle gardait ce sourire professionnel qu'on lui enviait déjà. Certains, ex-collègues la saluaient, d'abord par politesse, puis avec une reconnaissance réelle. Julien lui-même, d'ordinaire avare en compliments, lui lança un jour. « Vous êtes efficace, et constante, ça se remarque. » Clara hocha simplement la tête. Elle n'était pas venue ici pour briller. Elle voulait exister, retrouver sa dignité, prouver qu'elle méritait sa place. Et pourtant, quelque chose commençait à changer. Ce n'était pas flagrant, mais elle le sentait. Des regards dans les couloirs, des remarques chuchotées. Elle n'y prêta pas attention. Jusqu'au jour où Victor la croisa dans le hall, alors qu'elle signait l'entrée d'un groupe de visiteurs. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, attendant qu'elle ait fini son travail, comme s'il ne voulait pas interrompre. « Clara, dit-il doucement, j'ai entendu que vous faisiez du bon travail. » Elle le regarda, surprise. « J'essaie, répondit-elle, un peu gênée. Il lui tendit une feuille. Il y a une ouverture au service administratif. Un poste de soutien à la logistique, plus complet, mieux rémunéré. Julien pense que vous seriez parfaite. » Elle prit la feuille, le souffle court. « Vous croyez que j'en suis capable ? Moi, je n'ai aucun doute. La vraie question, c'est,
Est-ce que vous y croyez? Il la fixa avec une bienveillance sans fard. Elle sentit quelque chose remuer en elle. Ce n'était plus seulement un homme influent. C'était quelqu'un qui croyait en elle plus qu'elle-même ne le faisait parfois. Je vais postuler, murmura-t-elle. Parfait, faites-le pour vous. Et il s'éloigna, sans rien ajouter. Aucun mot de trop, aucune ambiguïté, juste cette façon de la regarder, comme si elle était bien plus que ce qu'elle croyait. Le service administratif était un monde à part. Clara dut recommencer à apprendre, à observer, à se réajuster. Dossiers à gérer, réunions à organiser, planning à établir, tout était plus exigeant. Mais elle se tenait droite. Elle posait les bonnes questions, prenait des notes, restait concentrée. Certains collègues furent accueillants, d'autres moins. Une femme, en particulier, lui lança un jour en salle de pause. C'est fou ce que certains montent vite ici. Faut croire que le bon sourire suffit. Clara ne répondit pas. Elle avait entendu, elle avait compris, mais elle ne laisserait personne salir ce qu'elle construisait à la force de ses nuits blanches et de ses matins trop tôt. Elle retrouva Victor moins souvent désormais. Il passait parfois près de son bureau, lui lançait un regard, un hochement de tête discret. Mais rien d'explicite, rien de déplacé. Leur lien était là, invisible, mais solide. Un soir, alors qu'elle classait des dossiers tardivement, Julien passa la tête par la porte. « Vous tenez encore? Il faut que ce soit prêt demain matin. » Il la regarda un instant, puis ajouta. « Vous savez, quand Victor vous a tendu la main, je me suis méfié. Je pensais que c'était juste un coup de cœur passager. Mais j'avais tort, il vous respecte, et il a raison, vous êtes remarquable. » Clara resta silencieuse. Elle ne savait pas comment répondre. Elle n'avait jamais voulu être la femme qu'on protège. Elle voulait être celle qu'on reconnaît. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle retrouva Léa endormie, son petit dessin coincé dans son cartable. Une maison, une maman, une fillette, et un homme souriant en costume. Victor. Clara sourit doucement. Elle n'avait encore rien avoué, ni à elle-même, ni à lui. Mais elle le savait au fond, quelque chose grandissait. Pas un conte de fées, pas une échappatoire, mais une rencontre lente, vraie. Une promesse en silence. Et elle, Clara, ne montait pas trop vite. Elle montait, simplement, parce qu'elle le méritait. Les jours passaient, et Clara commençait enfin à respirer dans ce nouvel espace qu'elle s'était ouvert. Le service administratif, exigeant mais structuré, lui convenait bien. Elle aimait organiser, anticiper, résoudre les petits chaos invisibles du quotidien. On l'appelait de plus en plus pour gérer les imprévus. Et surtout, on la respectait. Son sérieux, sa discrétion, sa constance faisaient désormais partie des repères du service. Elle avait gagné sa place. Et pourtant, une autre présence planait en silence. Victor. Ils se croisaient rarement, mais quand cela arrivait, le monde semblait ralentir autour d'eux. Un simple regard dans l'ascenseur, un sourire à la cafétéria, une porte qui lui tenait avec ce rien de trop respectueux, de trop attentif. Et chaque fois, Clara sentait quelque chose frémir en elle. Ce n'était pas de l'attirance légère. C'était plus grave, plus profond. Un jeudi en fin d'après-midi, Julien passa près de son bureau. « Victor vous demande, salle 12, étage direction. » Elle sentit un léger picotement dans la poitrine. Elle n'avait pas été convoquée dans ce genre de salle depuis son entretien initial. Elle frappa doucement. La porte s'ouvrit. Victor était seul, debout devant la grande baie vitrée. La lumière du soleil couchant baignait la pièce dans une teinte dorée. Il se retourna lentement. « Clara, merci d'être venue. Vous vouliez me voir? » « Oui, pas pour le travail, pas vraiment. » Il s'approcha, mesuré. « J'ai longtemps hésité avant de vous faire venir. Mais je crois qu'on est à ce moment où le silence devient plus lourd que les mots. » Clara ne dit rien. Son cœur battait à un rythme désordonné. Depuis le jour de cette supérette, j'ai vu en vous ce que j'avais oublié, la dignité dans l'épreuve. La lumière dans la fatigue. Et j'ai appris à vous admirer. Et à ressentir bien plus. Il s'interrompit. Elle soutenait son regard, bouleversée. Vous n'avez rien demandé, jamais. Vous avez tout mérité. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est sans attendre quoi que ce soit. Juste pour être honnête. Clara inspira lentement. Vous savez ce que ça signifie, dans un endroit comme celui-ci? Ce que les gens diraient? Ce qu'ils disent déjà, probablement? Oui, et je m'en fiche. Ce que je ne veux pas, c'est que vous souffriez pour une erreur de ma part. Que votre nom devienne une rumeur. Elle s'avança d'un pas. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un caprice. Je le sens aussi. Mais, elle s'arrêta, les yeux brillants. Je ne veux pas être réduite à la femme que le PDG regarde différemment. Je veux continuer à monter par mes propres forces. À tenir debout. Alors, dit Victor doucement, nous prendrons le temps. Et le silence sera notre abri. Il ne tenta rien. Aucun geste déplacé. Aucun mot de trop. Il ouvrit simplement la porte, la laissa partir. Elle sortit, bouleversée. Le monde n'avait pas changé, mais elle, oui. Une vérité venait de se déposer au creux de sa vie. Elle n'était plus seule. Elle ne l'était plus depuis un moment, en réalité. Et désormais, elle le savait. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Clara mit Léa au lit, puis s'installa près de la fenêtre. La ville respirait lentement sous ses yeux. Elle se demandait comment les choses pouvaient évoluer. Ce n'était pas un film, pas un roman. C'était sa vie, avec ses responsabilités, ses cicatrices, ses peurs. Et au milieu de tout cela, un homme. Pas un sauveur, pas un prince,
Juste un homme qui voyait en elle plus que ce qu'elle avait appris à voir. Elle pensa à ce que ça impliquait. Les limites, les conséquences, les jugements. Elle pensait à sa fille, à ce qu'elle voulait lui transmettre. L'amour? Oui, mais jamais au prix de l'indépendance. Elle se leva, alla jusqu'au miroir du salon. Son reflet était fatigué, mais droit. Les yeux un peu cernés, mais vifs. Elle murmura à elle-même, comme une promesse. Tu ne seras plus jamais une ombre. Puis elle éteignit les lumières. Et dans ce silence, elle sut que quelque chose avait commencé. Ce n'était pas une idylle. C'était une histoire, la sienne. La routine s'était installée, mais quelque chose avait changé. Clara travaillait toujours avec la même rigueur, les mêmes gestes précis, la même concentration. Pourtant, un frémissement nouveau traversait ses journées. Depuis cette conversation à demi-mot avec Victor, chaque minute semblait porter une tension douce, comme une note suspendue dans l'air. Ils ne s'étaient pas revus seuls. Au bureau, ils se saluaient poliment, comme deux collègues consciencieux. Et pourtant, dans les couloirs, leurs regards s'accrochaient un peu trop longtemps. Dans les réunions, Victor lui posait des questions anodines mais chargées d'attention. Et dans ses mails, à la fin d'un compte-rendu impeccable, Clara ajoutait parfois une phrase plus personnelle. Jamais trop, juste assez. Un mardi matin, elle trouva une enveloppe glissée sur son clavier. À l'intérieur, une simple carte. Clara, vous êtes invitée à la soirée annuelle de Lambert Tech. Vendredi à 20h, salon Grand Orangerie. Tenue élégante exigée. Aucune mention officielle, aucune signature complète, juste une initiale. Et tout, dans cette discrétion, lui fit battre le cœur un peu trop vite. Le vendredi soir, elle enfila une robe noire sobre, qu'elle avait achetée pour l'occasion dans une friperie chic. Elle l'avait ajustée elle-même, cousu une petite ceinture en satin pour souligner sa taille. Ses cheveux étaient tirés en arrière, et elle avait mis un rouge discret sur ses lèvres. Léa dormait chez Madame Dufour. Clara se regarda dans le miroir et se sentit prête. Nerveuse, mais droite. À son arrivée au salon Orangerie, l'élégance des lieux lui coupa un instant le souffle. Lustre immense, tenture de velours, conversation feutrée et champagne servis sur plateau d'argent. Elle avança doucement, tentant de ne pas se sentir déplacée. Puis, au fond de la salle, elle croisa le regard de Victor. Il était seul, vêtu d'un costume gris anthracite impeccable, sans cravate, l'air calme. Lorsqu'il la vit, il sourit, et s'approcha d'un pas lent. « Clara, vous êtes magnifique, merci, j'ai failli ne pas venir. Mais vous êtes venue. » Ils échangèrent un regard prolongé. Puis il lui tendit le bras. Elle l'accepta. Victor ne la présenta à personne comme une invitée particulière. Il l'inclut simplement dans la conversation, parla d'elle comme d'une collaboratrice compétente, évoqua ses réussites au sein de l'équipe. Il ne la mettait pas en lumière. Il la plaçait à égalité. Et c'était peut-être plus précieux encore. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle s'éloignait quelques instants vers le buffet, elle surprit deux collègues murmurant. « C'est elle, non? La fameuse Clara. Quelle coïncidence, hein? De l'accueil à la soirée privée. C'est bien joué. » Clara ne réagit pas. Elle prit un verre d'eau et s'éloigna. Mais un nœud s'était formé dans sa gorge. Elle s'installa près d'une fenêtre, pour respirer un peu. Victor la rejoignit, silencieux. « Ils parlent, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle sans se tourner. « Oui, ils parleront toujours. Et vous? Moi, je vous regarde. Et je sais qui vous êtes. Le reste ne compte pas. » Elle se tourna vers lui. Un instant suspendu. « Ce n'est pas simple, Victor. Ce n'est pas censé l'être. » Leurs regards s'ancrèrent. Puis, lentement, Victor tendit la main, comme pour vérifier s'il en avait le droit. Clara la prit, sans un mot. La chaleur de sa paume, la retenue de son geste. Tout disait la justesse. Ils ne s'embrassèrent pas, ils ne s'avouèrent rien. Mais dans ce contact furtif, il y avait plus d'engagement que dans bien des promesses. Ce soir-là, Clara rentra seule, dans un taxi silencieux. Elle ôta ses chaussures dans le salon, s'assit un moment dans le noir. Puis elle alla voir Léa dormir, lui caressa les cheveux doucement. Un petit dessin traînait sur la table. Léa, elle-même, et un homme en costume. Main dans la main, Clara sourit. Même les enfants sentent ce qui ne se dit pas. Elle prit le dessin, le rangea dans un tiroir. Elle n'était pas amoureuse d'un rêve. Pas d'un homme parfait, mais d'un homme qui l'avait vu, vraiment. Et qui l'aimait sans jamais lui ôter sa force. Et ça, c'était nouveau. C'était précieux. Et elle était prête, lentement, à ouvrir la porte à cette possibilité-là. Les semaines qui suivirent la soirée furent à la fois lumineuses et délicates. Entre Clara et Victor, un lien s'était formé, fragile mais sincère, fait de regards complices et de silences rassurants. Il n'y avait pas encore de mots, pas de serments, mais une évidence naissante, tapie dans les interstices de leur quotidien. Au bureau, rien n'avait changé en apparence. Clara continuait à accomplir son travail avec sérieux, Victor restait ce PDG distant et juste. Mais il y avait des moments, des instants suspendus où le monde semblait s'effacer autour d'eux. Comme ces cafés partagés entre deux réunions, ces sourires échangés dans le couloir, ces messages courts mais pleins de sous-entendus. Et pourtant, Clara doutait, non pas de ce qu'elle ressentait, mais de ce qu'elle risquait. Elle savait que les rumeurs s'étaient amplifiées. Elle surprenait des chuchotements, des regards biaisés. Certains collègues étaient devenus froids. D'autres,
hypocritement bienveillant. Et puis il y avait cette peur, sourde, de perdre l'équilibre qu'elle avait durement construit. Une nuit, alors que Léa dormait profondément et que le silence pesait sur l'appartement, Clara prit son carnet. C'était là qu'elle écrivait quand les pensées étaient trop lourdes. Est-ce que l'amour a toujours ce goût de vertige? Est-ce que je suis prête à mêler ma vie à celle d'un homme aussi visible? J'ai peur d'être réduite à son reflet. J'ai peur d'oublier que j'existe aussi seule. Victor, de son côté, luttait avec ses propres contradictions. Il n'était pas naïf. Il savait ce que la direction, les actionnaires, la presse pouvaient penser. Une relation avec une employée? Même sans privilège, même dans la retenue, cela faisait tache dans un monde d'apparence. Mais il ne pouvait nier ce qu'il ressentait. Clara n'était pas un coup de cœur passager. Elle représentait autre chose. Une force tranquille, une lumière qu'il n'avait pas prévue. Chaque échange avec elle ramenait quelque chose en lui qu'il croyait oublier, la simplicité. La sincérité. Un matin, il frappa doucement à la porte du bureau où Clara travaillait désormais comme assistante de projet. Elle leva les yeux, surprise. « J'ai besoin de prendre l'air, dit-il. Marchez un peu, tu viens ?» Elle hésita, puis acquiesça. Ils descendirent ensemble, en silence, quittant l'immeuble par une sortie secondaire. Le froid piquait les joues, mais la lumière d'hiver adoucissait les rues. « J'ai envie de t'emmener quelque part, dit-il doucement. Ils marchèrent jusqu'à un petit parc, niché entre deux immeubles anciens. Un endroit presque oublié, avec un banc, un cerisier nu et une fontaine gelée. Personne d'autre, juste eux. Je viens ici quand tout devient trop bruyant, dit Victor. C'est mon refuge. Clara s'assit lentement. Il fit de même. Tu n'as pas peur? Demanda-t-elle. Des regards? Des jugements? Bien sûr que si, mais j'ai surtout peur de regretter. Peur de ne pas avoir essayé. Elle le fixa un instant. Son regard était franc, vulnérable. Elle tendit la main. Il la prit. Alors on essaie, murmura-t-elle. Pas de déclaration, pas de précipitation, juste une promesse silencieuse. Avancer ensemble, pas à pas. Dans les jours qui suivirent, Victor organisa discrètement une réunion avec le service RH. Il annonça vouloir mettre en place une politique de transparence sur les relations internes. Il précisa qu'aucune hiérarchie directe ne devait exister entre deux personnes impliquées. Et il déclara, calmement, qu'il souhaitait que tout soit clair concernant sa relation avec Clara Morel. Le conseil d'administration grimaça. Les rumeurs circulèrent plus fort encore. Mais personne ne put remettre en question l'intégrité avec laquelle tout était fait. Clara, de son côté, demanda à changer d'équipe. Elle souhaitait évoluer sans être assimilée à « la compagne du patron ». Victor accepta sans discussion. Il savait que c'était sa manière de poser des limites, de préserver son identité. Ce fut difficile, mais nécessaire. Un dimanche matin, alors que Victor était venu chercher Léa pour l'emmener au parc, la petite fille, du haut de ses 3 ans, lui demanda « Tu es le chéri de maman ?» Il sourit, un peu pris au dépourvu. « Tu crois ? Oui, mais elle fait semblant. Elle fait toujours semblant. » Victor rit doucement, puis l'aida à mettre ses bottes. Clara, depuis la cuisine, avait tout entendu. Elle ne dit rien, mais un sourire timide se dessina sur ses lèvres. Elle n'avait plus envie de faire semblant. Elle était prête, enfin, à vivre cette histoire. Non pas comme une passagère, mais comme une femme debout, aimée et libre. Les mois passèrent comme les saisons défilent, doucement, puis soudainement. Le lien entre Clara et Victor, d'abord discret, s'épanouissait désormais au grand jour. Il ne s'agissait plus d'une idylle timide, mais d'une relation assumée, bâtie sur des gestes simples, une confiance mutuelle et un profond respect. Clara, désormais intégrée dans une nouvelle équipe, s'épanouissait dans ses fonctions. Elle gérait des projets sociaux liés à l'inclusion professionnelle. Son passé devenait une force, un levier d'empathie. Elle ne parlait jamais d'elle de manière frontale, mais son regard, sa posture, ses mots, touchaient ceux qu'elle accompagnait. Quand on a connu la peur de l'oubli, disait-elle à une jeune mère en recherche d'emploi, on comprend que chaque main tendue peut devenir un pilier. Victor l'observait souvent à distance, admirant son calme, son instinct, sa capacité à comprendre les non-dits. Il n'avait plus besoin de l'aider. Elle s'était relevée seule, et maintenant, elle aidait les autres à marcher. Un jour, il lui proposa un dîner dans un petit restaurant au bord de la Seine, simple, sans artifice. « J'ai besoin de te parler d'un projet, dit-il, les yeux pétillants. Elle pencha la tête, curieuse. « J'ai réfléchi à une idée depuis plusieurs semaines. J'aimerais créer une fondation, pour soutenir les familles précaires, les mères seules, les jeunes sans formation. Une structure souple, réactive. Mais je ne veux pas en faire un projet d'image. Je veux que ce soit vrai. Et je veux que tu en sois le cœur. » Clara resta silencieuse un instant. Son cœur battait vite, pas parce qu'il lui proposait un poste, mais parce qu'il reconnaissait sa valeur, sa vision, son histoire. « Je ne veux pas qu'on me voie comme une vitrine, souffla-t-elle. Je veux qu'on te voie comme une force, répliqua-t-il doucement. Ce soir-là, ils ne parlèrent pas d'amour, mais d'engagement. Ils dessinèrent les contours de ce qu'ils voulaient offrir au monde. Et dans ces lignes esquissées, il y avait leur histoire, leurs promesses. Quelques semaines plus tard, la Fondation Horizon vit le jour. Clara en devint la directrice. Le nom avait été choisi ensemble. Horizon, pour rappeler que rien n'est figé, que l'avenir reste à dessiner, même quand tout semble fermé. Les débuts furent intenses. Réunions, recherche de partenaires,
rédaction de dossiers, mise en place de programmes pilotes. Clara travaillait d'arrache-pied, sans relâche. Elle n'avait pas envie qu'on pense qu'elle devait sa place à Victor. Elle voulait prouver qu'elle la méritait. Et elle y parvint. La fondation lança sa première action dans un quartier défavorisé, des ateliers de formation pour femmes isolées avec garderie intégrée et accompagnement psychologique. Le bouche à oreille fit le reste. Les familles affluaient, les sourires renaissaient. Un soir, en fermant les bureaux, Clara croisa le regard d'une jeune fille d'une vingtaine d'années, emmitouflée dans un manteau trop grand. Elle lui rappela elle-même, des mois plus tôt. « Tu veux un thé ?» proposa-t-elle. La jeune fille hocha la tête. Elles parlèrent jusqu'à la nuit tombée. Et Clara comprit. Le chemin qu'elle avait parcouru servait maintenant de lumière pour d'autres. Dans sa vie personnelle aussi, les choses prenaient racine. Victor passait de plus en plus de temps avec Léa. Il l'emmenait à la piscine, lui lisait des histoires. La petite fille avait cessé de le voir comme « le monsieur au costume », pour l'appeler simplement « Totor » à sa manière enfantine. Un soir, alors qu'il rentrait du parc, Clara observa sa fille rire dans les bras de Victor. Elle ressentit une chaleur étrange, profonde. Ce n'était pas la passion brûlante d'un amour neuf, mais la tendresse douce d'un lien sincère. Victor s'arrêta devant la porte de l'appartement, Léa endormie dans ses bras. « J'aimerais vous proposer quelque chose, dit-il, presque gêné. Oui, et si, je faisais partie de cette famille, vraiment ? Pas comme un invité, mais comme un homme qui s'engage. Comme un père, et comme ton compagnon. » Clara le regarda, les yeux brillants. « Tu en es déjà, murmura-t-elle. Et dans le silence de ce couloir, entre une porte fermée et une vie à ouvrir, elle l'embrassa. Longtemps, avec confiance, avec gratitude, avec amour. Le lendemain matin, le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de la chambre. Clara ouvrit les yeux en sentant la chaleur d'un bras posé sur elle. Victor dormait encore, sa respiration calme. Léa était chez sa marraine pour le week-end, et pour la première fois depuis longtemps, Clara s'était réveillée sans précipitation, sans angoisse, sans l'ombre du passé. Dans ce silence apaisant, elle se leva, enfila un peignoir et s'installa sur le rebord de la fenêtre avec une tasse de thé fumant. Dehors, la ville s'éveillait, bruyante, pressée, indifférente. Mais ici, dans cet appartement baigné de lumière, elle se sentait chez elle. Quelques minutes plus tard, Victor la rejoignit. Il se plaça derrière elle, posa ses mains sur ses épaules. « Tu penses à quoi ?» demanda-t-il en murmurant. « Je pense à tout ce qu'on a traversé. À ce qui aurait pu ne jamais arriver. À cette boîte de lait dans une supérette. » Ils échangèrent un sourire. Ce souvenir n'était plus douloureux. Il était devenu fondateur, le point zéro d'une reconstruction. Dans les semaines qui suivirent, leur vie à trois s'organisa. Victor n'était pas un père biologique, mais il devint rapidement une figure aimante, stable, pour Léa. Il venait la chercher à l'école, assistait au spectacle de fin d'année, racontait des histoires le soir. Clara, elle, jonglait entre son rôle de mère, de directrice de la fondation, et de femme amoureuse. Le rythme était soutenu, parfois épuisant, mais porteur de sens. Elle n'était plus seule, la fondation Horizon grandissait à vue d'œil. De nouveaux partenariats étaient signés, des dons affluaient, des familles retrouvaient l'espoir. Clara était sollicitée pour des conférences, des plateaux télé, mais elle refusait les projecteurs inutiles. « Ce n'est pas mon image qui compte, disait-elle, mais celle de toutes les femmes qu'on ne voit pas. » Elle refusait qu'on l'idéalise. Elle n'avait rien d'une héroïne. Juste une femme qui avait connu la peur du vide et qui tendait maintenant la main à celle qui y vivait encore. Un jour, un journaliste lui posa une question qui la déstabilisa. « Avez-vous pardonné à la vie de vous avoir autant frappé ?» Elle prit une longue inspiration avant de répondre. « Je n'ai pas eu besoin de pardonner. J'ai eu besoin de comprendre. Et maintenant, j'essaie simplement d'offrir ce que j'aurais aimé recevoir. » Victor, de son côté, observait avec fierté le chemin parcouru par Clara. Elle l'inspirait. Lui, le PDG habitué aux chiffres, aux stratégies, redécouvrait l'humain, l'essentiel. « Tu as changé ma manière de diriger, lui confia-t-il un soir. Avant, je pensais en ligne de rentabilité. Maintenant, je pense en trajectoire de vie. Il commença à revoir la politique de son entreprise. Plus d'aide aux jeunes sans diplôme, des crèches internes, un meilleur équilibre travail-famille. On murmura qu'il devenait trop social. Il s'en moquait. Le vrai luxe, disait-il, c'est de pouvoir faire le bien quand on en a les moyens. Un matin d'automne, Clara reçut une lettre manuscrite. Elle reconnut l'écriture tremblante de son père. Il ne s'était pas parlé depuis des années. Il avait refusé de la voir quand elle était tombée enceinte, la jugeant, la rejetant. Dans cette lettre, il s'excusait. Pas avec éloquence, mais avec sincérité. Il avait vu une interview d'elle à la télévision. Et il avait pleuré. « Tu es devenue quelqu'un, Clara. Et moi, je n'ai pas su être là. Si tu veux qu'on se revoie, je serai là. Juste pour écouter. Juste pour te dire que je t'aime, malgré tout. » Clara resta longtemps figée, la lettre entre les mains. Elle ne savait pas encore si elle était prête. Mais cette main tendue était une première brèche. Une lumière dans une blessure ancienne. Le soir même, elle en parla à Victor. « Je suis perdu. Tu n'as aucune obligation, répondit-il. Pardonner, ce n'est pas effacer. C'est juste s'alléger. Tu décideras quand tu seras prête. » Elle posa sa tête contre son épaule. Oui, elle avait le droit de choisir. Le droit d'avancer à son rythme.
Leur quotidien se remplissait peu à peu de projets doux. Un jardin sur le toit, un week-end à la mer, une chambre redécorée pour Léa. Ce n'étaient pas des rêves de luxe, mais des rêves vrais. De ceux qui rendent la vie pleine. Un soir, Victor posa un genou au sol dans leur salon, un petit écrin dans la main. Clara Morel, veux-tu continuer à écrire cette histoire avec moi? Non pas parce que tu as besoin de moi, mais parce que tu le choisis. Elle éclata de rire, les larmes aux yeux. Évidemment que oui, idiot. Et dans cette simplicité, ils scellèrent un futur fait d'amour, d'engagement et d'humanité. Le mariage de Clara et Victor fut tout sauf extravagant. Pas de tapis rouge ni de salle de réception luxueuse. Ils avaient choisi une cérémonie intime dans le jardin de la fondation, entourés de leurs proches, des collègues, des familles aidées, et bien sûr, de Léa, leur fille, qui portait une robe blanche avec un petit nœud rose dans les cheveux. La mariée était radieuse dans une robe simple, brodée à la main par une couturière qu'ils avaient aidé à relancer son atelier. Victor, vêtu d'un costume bleu nuit sobre, ne la quittait pas des yeux. Quand ils échangèrent leurs vœux, Clara parla sans trembler. Il fut un temps où j'avais peur du lendemain. Aujourd'hui, avec toi, je crois en tous les lendemains possibles. Et Victor répondit, tu m'as appris que le vrai pouvoir, c'est celui qu'on met au service des autres. Avec toi, j'ai appris à aimer, vraiment. Leur baiser fut salué par des applaudissements chaleureux. Et sous les lanternes suspendues entre les arbres, les rires et la musique résonnèrent longtemps dans la nuit. Quelques mois plus tard, Clara lança un nouveau programme de la Fondation. Un tremplin pour une mère, une initiative visant à former et embaucher des mères célibataires sans qualification. Elle avait sélectionné personnellement les premières bénéficiaires, certaines lui rappelant cruellement son propre passé. Parmi elles, il y avait Yasmina, 19 ans, expulsée de chez elle après une grossesse non désirée. Au début méfiante, presque muette, elle observait Clara avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Un jour, Clara l'emmena déjeuner. Tu ne me dois rien, Yasmina. Mais tu peux te battre pour toi. Et un jour, peut-être, pour une autre. Yasmina détourna les yeux, mais Clara vit cette petite lueur qu'elle connaissait bien. Celle qui annonce le début d'un changement. Clara et Victor vivaient maintenant dans une maison à la périphérie de la ville. Pas un manoir, mais un foyer rempli de livres, de dessins d'enfants, de souvenirs faits de choses simples. Victor avait même appris à faire des crêpes le dimanche. Et Léa, maintenant âgée de 5 ans, commençait à poser 1000 questions. Maman, pourquoi tu aides les autres? Parce qu'un jour, quelqu'un m'a tendu la main. Et j'ai promis de faire pareil. Un soir, en rentrant de l'école, Léa glissa un mot griffonné à sa mère. Maman, moi aussi je veux être comme toi. Une dame qui rend les gens heureux. Clara serra ce mot contre son cœur. Elle avait souvent douté de son chemin, mais dans cet instant, tout prenait sens. Victor, de son côté, continuait sa transformation discrète mais profonde. Son entreprise, longtemps axée sur les résultats financiers, devenait un modèle de responsabilité sociale. Il embauchait des profils atypiques, ouvrait des formations pour les jeunes sans diplôme, soutenait des projets écologiques et solidaires. Tu n'as pas peur de perdre de l'argent? Lui demanda un associé. Je préfère investir dans les gens que dans les dividendes, répondit-il sans hésiter. Cette philosophie nouvelle, parfois moquée, séduisait pourtant de plus en plus de jeunes talents. Victor prouvait qu'on pouvait être puissant et bienveillant. Et tout cela, il le devait à Clara. À la fondation, un mur entier avait été réservé aux portraits. Des visages de femmes, d'enfants, de familles. Dessous, un simple mot, rebâtir. Clara passait souvent devant ce mur quand elle doutait. Chaque photo était une victoire, petite ou grande. Un repas, une formation, un logement, un sourire. Un jour, Yasmina, celle qui n'osait même pas lever les yeux, entra dans son bureau. J'ai terminé la formation, et j'ai été acceptée pour un poste d'assistante. C'est pas grand-chose, mais... Clara se leva, émue. C'est énorme. Et tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de briser la chaîne de l'abandon. Tu viens de créer une chaîne d'espoir. Yasmina sourit timidement. C'est à mon tour maintenant, hein? Clara hocha la tête. Le cycle continuait. La vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des moments de fatigue, des soirs où Clara doutait, des journées trop longues. Mais dans ces instants, elle regardait Léa dormir, ou tenait la main de Victor, et elle se rappelait, elle avait survécu. Mieux, elle avait transformé l'épreuve en mission. Elle ne voulait pas qu'on la qualifie de « femme exceptionnelle ». Elle voulait qu'on comprenne que ce qu'elle avait accompli était à la portée de toutes celles à qui on donnait une chance. Le monde ne change pas en un jour. Mais parfois, il commence à changer. Dans une supérette, pour une boîte de lait. Les années avaient passé. La fondation s'était développée bien au-delà de ce que Clara et Victor avaient imaginé. Ce qui avait commencé par un geste discret dans une supérette s'était transformé en un mouvement. Dans plusieurs villes de France, puis à l'étranger, des antennes locales de la fondation ouvraient, chacune guidée par le même principe, redonner espoir à ceux qui avaient tout perdu, sans jamais les juger. Clara, désormais directrice générale de l'organisation, partageait son temps entre les actions de terrain, les conférences et sa famille. Elle refusait de se laisser enfermer dans les bureaux, préférant serrer les mains, écouter les récits, poser les questions que personne d'autre ne posait. Pour elle, l'essence du combat était là, dans le contact humain.
Victor, lui, avait passé la main à un nouveau directeur dans son entreprise, un jeune talent qu'il avait mentoré. Il s'était retiré pour se consacrer à plein temps à la fondation aux côtés de Clara. Ensemble, ils n'étaient plus seulement un couple, mais un duo de bâtisseurs d'humanité. Un matin d'automne, Clara fut invitée à parler devant une assemblée d'étudiants en sciences sociales. Elle monta sur scène simplement, vêtue d'un tailleur beige et d'un foulard coloré offert par une bénéficiaire de la fondation au Mali. Elle prit une inspiration, puis déclara : « Je ne suis pas née avec un carnet d'adresses. Je ne viens pas d'un monde où les portes s'ouvrent. J'ai connu la faim, le froid, la peur du lendemain. Ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à un geste. Un simple geste. Quelqu'un a vu en moi ce que je n'arrivais plus à voir. Et c'est ce regard qui a tout changé. » L'auditoire était silencieux. Certains prenaient des notes, d'autres retenaient leurs larmes. Clara poursuivit : « Si vous retenez une chose de mon passage ici, que ce soit celle-ci, vous n'avez pas besoin d'être riche ou puissant pour changer une vie. Il suffit d'oser la bonté. » À la fin de la conférence, un étudiant l'approcha, les yeux brillants. « Madame Morel, ma mère a bénéficié de votre programme il y a 6 ans. C'est grâce à vous qu'elle a pu reprendre ses études. Aujourd'hui, elle est infirmière. Et moi, je suis là, parce qu'un jour vous avez tendu la main. » Clara sourit, elle prit ses mains entre les siennes. « C'est vous qui portez la suite de cette histoire, maintenant. » À la maison, Léa était devenue une adolescente vive, curieuse et déjà militante. Elle passait ses vacances à aider dans les locaux de la fondation, et rêvait d'ouvrir un jour une école pour les enfants des rues. Un soir, elle demanda à ses parents : « Et si vous n'aviez jamais été à cette supérette ce jour-là ? Si papa ne t'avait pas tendu la main ?» Clara la regarda, songeuse. « Peut-être qu'on ne se serait jamais rencontrés. Mais ce que j'ai appris, Léa, c'est que le monde est plein de croisements invisibles. Chaque jour, on a l'occasion de devenir le tournant de la vie de quelqu'un, ou de passer à côté. » Victor ajouta, en posant une main sur l'épaule de sa fille. « Le plus important, c'est d'avoir les yeux et le cœur ouverts. C'est ainsi qu'on change vraiment le monde. » La fondation organisa bientôt son 10e anniversaire. Pour l'occasion, une grande fresque fut inaugurée sur le mur du bâtiment principal. Elle représentait une mère tenant la main de son enfant, entourée de visages divers, jeunes, vieux, souriants, graves, symbolisant les centaines de vies touchées par la chaîne de solidarité. Clara, émue, dévoila la plaque commémorative. « Un jour, quelqu'un m'a regardé avec espoir. Aujourd'hui, je regarde le monde avec la même lumière. Clara Morel-Lambert. » Le public applaudit longuement. Dans la foule, d'anciens bénéficiaires, aujourd'hui devenus éducateurs, entrepreneurs, artistes, levaient les yeux vers le mur. Beaucoup y voyaient leur propre reflet. Le soir, alors que la fête battait son plein, Victor et Clara s'éclipsèrent un instant. Ils s'assirent sur un banc, main dans la main, observant les lanternes suspendues dans le jardin, comme au soir de leur mariage. « Tu te souviens de ce jour ? » murmura Victor. « Je n'oublierai jamais. J'étais à bout, et tu as simplement dit : « Je peux vous aider ?» Ils sourirent. Le silence entre eux n'avait rien d'un vide, il était plein de gratitude. Clara regarda le ciel. Il était parsemé d'étoiles. « Je crois que le vrai miracle, ce n'est pas notre histoire. C'est qu'elle ait permis à tant d'autres d'en écrire une nouvelle. » Et Victor conclut : « Alors continuons, ensemble, jusqu'à ce que plus aucun regard ne soit ignoré. » Et dans cette nuit paisible, remplie de souvenirs, d'espoir et de promesses, leur histoire continua, à travers celle des autres. L'histoire de Clara et Victor, c'est celle d'un simple geste qui a tout changé. Une boîte de lait, une main tendue, un regard sans jugement, et une vie qui reprend souffle. C'est une histoire de courage, de dignité retrouvée, et de liens humains qui guérissent. Mais au fond, cette histoire pourrait être celle de n'importe qui. De vous, de quelqu'un que vous aimez, de quelqu'un que vous croiserez demain sans le savoir. Parce que parfois, il suffit d'un mot, d'un sourire, d'un acte de bonté pour rallumer une lumière dans l'obscurité. Et ce sont ces lumières, petites mais puissantes, qui finissent par éclairer le monde. Merci du fond du cœur pour votre lecture. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous quelque chose de vrai. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits humains, profonds et porteurs d'espoir. Likez pour soutenir ces histoires qui font du bien. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de lumière aujourd'hui. Et souvenez-vous, chacun de nous peut être ce tournant dans la vie d'un autre.